obligé de chanter. C'est pas là. au programme, mais il fallait l'harmonica quand même. Je l'ai emprunté à l'ingénieur du son là-bas. Il m'a prêté son harmonica personnel. Je sens qu'il y a une envie de chanter encore un peu, non? Ça manque un peu de temps en temps? Non, mais je sais que comme c'est un pouvoir magique que j'ai, je fais juste ces 4 notes avec l'harmonica et tout le monde crie oyez. Alors pourquoi s'en priver, hein? Merci Antoine. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ici, effectivement, avec ce guide pratique pour mettre les voiles, donc avec Antoine, aux éditions Gallimard. Voilà. Vous êtes très fiers, hein, évidemment, voilà. d'éditer chez eux. Publié au départ, on parlait des éditions Artaud, là, avec une citation que j'ai entendue depuis, j'ai des chevilles qui enflent. Et c'était le père de Florence Artaud qui avait édité ce livre, au début, qui avait édité mes 5 ou 6 premiers livres. Et ce livre, paru pour la première fois en 1984, eh bien, on l'a réédité plusieurs fois, et maintenant c'est Gallimard. Gallimard qui nous a fait l'honneur de nous accueillir, ma compagne et moi, qui fait les photos des livres, depuis 30 livres déjà, depuis 1989, des albums publiés chez Gallimard. Voilà. En tout cas, on peut aussi citer peut-être le dessinateur qui est un lien aussi avec la mer. Un très grand honneur et un ami de... Un jour, il y a... Dans mon premier voyage avec mon premier bateau, j'étais en Polynésie avec la future mère de mes enfants. Et on a vu arriver un grand bateau. On dit que c'est beau ce bateau. C'était celui d'Éric Tabarly. Celui d'Éric Tabarly. Il y avait un équipage incroyable. Il y avait Loïc Perron, il y avait Titouan Lamazou, il y avait Philippe Poupon. C'était incroyable l'équipage. C'était formidable. Jean-Louis Etienne et plein d'autres. Et voilà. Et parmi l'équipage, il y avait un jeune garçon qui s'appelle Titouan Lamazou, qui a depuis fait des livres, des portraits extraordinaires, et il m'a fait l'immense honneur de faire mon portrait et je me demande comment on fait pour faire des aussi ressemblant, des portraits aussi ressemblants. C'est incroyable. C'est vrai, hein? C'est vraiment lui, non? C'est vrai, hein? C'est incroyable. Plus bronzé peut-être, non? Quoique. Peut-être plus bronzé, là, ça débronze un peu. Parce presque la même chemise. C'est presque la même, oui. Non, mais là, c'est une chemise imaginaire, là. Alors le guide, on va commencer à en parler de votre guide pratique pour mettre les voiles. Déjà rien que mettre les voiles, moi ça m'amuse beaucoup. Ça veut dire, allez, on y va, s'en va. Mettre les voiles, oui, c'était bon. Quand j'ai eu l'idée, c'était le guide du globe flotteur, le titre au départ. Et puis tout d'un coup m'est venue l'idée de dire mettre les voiles. J'ai pensé que c'était un peu familier. J'ai proposé, puis non, l'éditeur Artaud a dit non, c'est très bien mettre les voiles. Voilà. Bah, c'est vous en fait. Donc non le livre s'appelle Mettre les voiles. Et effectivement, il est destiné à tous ceux qui vont ou rêvent de mettre les voiles. Voilà. On n'est pas forcé de partir naviguer au bout du monde. J'ai trouvé ce livre sur les étagères de beaucoup de navigateurs au bout du monde, mais aussi d'autres qui vont moins loin, ou d'autres qui n'ont même pas encore de bateau et qui rêvent avec le livre. Et dans cette version du livre, par rapport aux précédentes, on a ajouté plein de très belles photos faites par ma compagne, des photos de tous ces endroits-là. Et puis, comme on en parlera au cours de cette interview, évidemment, mais également beaucoup de liens, puisqu'on est dans les temps modernes, avec des QR codes permettant de voir toutes sortes de détails pratiques, des images, des mouillages. Ah oui, mais c'est le petit côté moderne que vous avez apporté justement à cette réédition. Voilà, on a beaucoup travaillé parce qu'en 50 ans, je suis parti, l'histoire a commencé pas très très loin d'ici, près de Cannes. Je suis parti un jour tout seul sur un petit bateau qui prenait l'eau. Et puis ça a été la conviction tout de suite. Et j'avais 25 ans et j'ai dit, dans 5 ans, je pars faire le tour du monde. Au début, je voulais le faire avec des copains. Et il y avait un copain journaliste, un autre photographe, un autre compositeur et tout. Et puis les copains, vous savez comment c'est, on se perd de vue, ils sont partis, il y en a un qui se marie, l'autre qui devient grand patron d'une entreprise et tout. Ils ne partaient plus. J'ai dit, bon, je partirai tout seul. Voilà, et je suis parti tout seul, vraiment sans connaître grand-chose. Donc le livre, je l'ai fait pour essayer d'aider un peu ceux qui sont dans mon cas et qui peuvent en quelques jours, disons quelques semaines, et en étant bien prudents, faire un voyage qui commence par des tout petits pas, vraiment des tout petits pas,
Et puis au bout de... D'une crique à l'autre, Au peut-être? bout de quelques... Oui, d'une crique à l'autre. Et puis au bout de quelques petits pas, on s'aperçoit qu'on a fait un grand pas, qu'on approche par exemple du détroit de Gibraltar, qu'on est proche de l'Afrique, et puis l'océan Atlantique, et ainsi de suite. Et par petits pas comme ça, ça fait moins 50. Ah bah là, vous allez un petit peu loin pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà. Donc, juste un jour un auteur, oui, c'est aussi un jour un auteur, un navigateur, un chanteur, un artiste en tout genre, j'ai envie de dire. Cette envie et cette soif de partir loin, avec à la base donc cette petite goélette qui va vous emmener un petit peu partout. Et puis ce plaisir d'avoir plus... C'était une assez grande goélette, qui faisait 14 mètres, 25 tonnes, et j'ai jamais été musclé, j'ai jamais été un champion sportif. Non, mais il faut avoir le cran, oui, voilà. Cran de partir, le cran de se dire je vais tout laisser pour faire le tour du monde. Et en fait, j'ai l'impression qu'à travers ce livre, c'est un peu une sorte peut-être de transmission, de partage de toutes vos expériences, parce qu'on va découper un petit peu cet ouvrage-là. Oui, c'est un guide en fait. Hein. Quand vous parliez du QR code tout à l'heure, c'est vrai que moi, quand je l'ai bouquiné, c'est super sympa de pouvoir cliquer dessus et de vous voir, je sais pas, sur votre bateau en train de nous raconter la grippe que vous avez eue, et puis les moyens qu'on a aujourd'hui de pouvoir se soigner à bord, parce qu'en 50 ans, parce que finalement ça fait 50 ans, c'est une date anniversaire, hein, je crois, 25. Oui, 50 ans, oui. Ouais. Je serai la semaine prochaine, je disais, au Grand Pavois de La Rochelle. Et c'est au Grand Pavois, il y a 51 ans, au Grand Pavois, que j'ai rencontré pour la première fois l'architecte Jacques Artaud aussi, le papa de Florence Artaud, qui a par la suite publié mes premiers livres. Et puis c'était il y a 51 ans, et je n'avais pas de bateau, je ne savais pas comment partir ni rien. Et grâce à eux, grâce au Grand Pavois, en un an, j'étais prêt à partir. Le bateau était construit, j'avais appris l'essentiel, j'avais fait mon ravitaillement, j'avais acheté les voiles et tout, et je suis parti moins d'un an après ce festival. Et vous vous êtes fait conseiller avant de partir par d'autres navigateurs? Vous évoquez Florence Artaud, mais très brièvement. J'ai eu la chance d'avoir pour la toute première croisière, l'architecte d'abord, Michel Joubert, qui est un architecte très, très, très connu, architecte naval qui a fait énormément de bateaux, et puis un coureur, Marc Pajot, qui est venu me donner un coup de main, et à un moment quand la barre à roue, le cap de la barre à roue s'est rompu en mer, et il avait dû prendre la barre à la main et tout, il m'a conseillé, et chaque fois, vous savez, les bateaux, ça tombe toujours en panne, hein. Il y a toujours quelque chose qui est en panne dans les bateaux. On dit que c'est un gouffre, un bateau. C'est comment ? Économiquement parlant, on dit que c'est un gouffre. Acheter un bateau, c'est s'endetter. C'est un trou dans l'eau, un trou dans l'eau dans lequel on verse beaucoup d'argent. Non, oui, non, pas comme le bateau. Il y a des yachts, comme on en voit plein dans les marinas en Méditerranée et ailleurs, des yachts de riches, de milliardaires qui ne sont pas forcément à l'abri d'un accident, comme on a vu le Bayesian, là, le bateau qui a coulé tout d'un coup avec un orage. Mais c'est des choses qui arrivent assez rarement quand même. Et les bateaux dont je parle sont les gens à qui je m'adresse, c'est pas des milliardaires qui ont des yachts qui vont faire avec un équipage. C'est des gens, c'est souvent un couple avec des familles, on en parlera tout à l'heure. Oui. Souvent un couple avec des familles qui va faire sa vie sur la mer, quoi, comme ça peut être pour un an ou 2 ou 3 ou 5 ou la vie entière, quoi. J'ai eu la visite actuellement, je ne suis pas en bateau ces temps-ci, je suis en Auvergne, dans les montagnes d'Auvergne. Et j'ai eu le mois dernier la visite de Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte qui a lui aussi un jour fait avec sa famille traversé l'Atlantique et fait 2 ans de voyage comme ça. Donc il y a des gens qui partent pour la vie, d'autres pour 1 an, 2 ans, d'autres pour quelques jours, puis d'autres qui rêvent. Alors ils ont le livre de chevet. J'ai un copain un gars qui me dit... Aujourd'hui, j'ai reçu un message hier, il me dit c'est devenu mon livre de chevet depuis que je l'ai acheté. Voilà. Donc en fait, l'idée pour nous, c'est de l'avoir aussi et de l'étudier, parce qu'il est quand même épais. Hein, mais au moins, il y a tout. C'est du boulot. Ouais. Il y a, pour information, il y a énormément de changements sur la météo, la santé, la sécurité, les communications. Quand je suis parti, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai quitté le port, je n'avais même pas une VHF, je ne pouvais pas parler à 3000 de distance avec la Terre ou un autre bateau. Et il n'y avait évidemment rien en plein océan, on communiquait avec absolument personne, quoi. Donc quand on quittait un port, on ne savait pas du tout quelle météo on aurait dès le lendemain, quoi. C'était l'aventure. Bon, il y a eu beaucoup de progrès. On dit au doigt mouillé, non ?
Comment? On ne dit pas au doigt mouillé? Pardon? Au doigt mouillé. Au doigt mouillé, oui, c'était au doigt mouillé. Oui, c'était assez bien. C'était assez bien, on partait comme ça. Mais on avait souvent la surprise d'avoir du mauvais temps. Ça avait des avantages. Maintenant, ça a des inconvénients aussi d'avoir un peu trop d'informations, un peu trop de contacts. On est moins libéré, mais quand même, ça apporte une telle sécurité que c'est sécurisant. Rien que pour la météo. Alors, dans le livre, j'ai gardé les choses traditionnelles, et puis je parle des choses plus modernes, mais par exemple, quand je suis parti, il n'y avait pas de GPS. Maintenant, le GPS, on utilise tous le GPS toute la journée, même dans son appartement, pour trouver la salle de bain. Mais c'est à peu près comme ça. Mais là, l'époque, il n'y avait rien. Donc, il y avait un engin qui s'appelle le sextant, et on se tournait vers le soleil à certaines heures, en général à midi. On regardait le soleil, on mesurait la distance entre l'horizon et le soleil, le disque du soleil, et on faisait des calculs. On avait des tables de calcul et tout, et on trouvait sa position. Et pendant 6 ans autour du monde, je n'avais que ça. Et il m'est arrivé, quand j'ai quitté le détroit de Gibraltar, j'ai fait 100 points au soleil pour être sûr de trouver l'entrée de Casablanca. Voilà, 100 fois le point pour arriver à trouver l'endroit, quoi. Et puis, maintenant, on ne le fait plus, mais il n'y a plus personne qui fait le point, mais quand même, c'est fascinant de le faire. Donc, dans le livre, il y a un QR code, parmi de nombreux autres, pour aller vers toute la méthode de navigation astro, parce qu'on a voulu aussi que les méthodes traditionnelles restent dans le livre, même si elles n'ont plus la place dans le livre lui-même, on peut les avoir, et en particulier, on peut y télécharger gratuitement beaucoup d'éléments sur la navigation, à l'adresse en cliquant sur un des QR codes, quoi. Mais avec le recul, justement, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui à portée de main, finalement, ce GPS, aussi bien en bateau qu'en voiture, vous avez tendance quand même de temps en temps à revenir à l'ancienne méthode, le sextant. Vous avez besoin de... J'avoue que je n'ai pas fait un point au sextant depuis très longtemps. Oui, quand même. Finalement, vous appréciez. J'en ai fait. C'est très impressionnant. J'en parle dans le livre. Les évolutions, quoi. C'était en quelques années. En quelques années, il y a eu la sécurité est immense, quoi. À l'époque, on ne savait pas. Si il m'est arrivé, par exemple, dans mon premier voyage autour du monde, j'embarque pour la première fois celle qui devait devenir la mère de mes enfants par la suite, et on part pour une semaine. On quitte les îles Samoa pour se diriger vers les îles Gilbert, qui étaient à une semaine de navigation, quoi. Et le temps s'est couvert, le vent n'allait pas, il y a eu un cyclone, des problèmes, un typhon s'appelle là-bas. Des problèmes sont arrivés, on a atteint la Terre 32 jours plus tard. C'est-à-dire qu'on en était à couper des spaghettis, à ouvrir les pâtes pour couper les parties où il y avait des charançons pour arriver à manger le reste, quoi. Il était temps qu'on arrive, quoi. Vous aviez eu un peu peur, hein, quand même. Peur, non, pas. La peur, oui, ça. Pas peur, mais c'était à l'époque l'archipel où je place moi le Paradis, c'est un archipel qui appartient à la Polynésie française. Ce sont les Tuamotu. D'ailleurs, la couverture montre plus ou moins un endroit des Tuamotu fictif dans l'imagination de Titouan Lamassoure. Et aux Tuamotu, il n'y a pas de montagne. Toutes les terres font 1,50 m d'altitude, quoi. C'est-à-dire qu'on les voit très peu, on les voit à faible distance, pas du tout la nuit, il n'y a pratiquement pas de phare, il y a des courants bizarres, etc. À l'époque, c'était très difficile d'y naviguer, quoi. Et quand j'ai fait cette navigation qui devait durer une semaine, et ben 2 fois de suite, je me dirigeais, j'étais arrivé à peu près à une dizaine de milles, moins de 20 km de l'atoll, c'est pas publicité, de la passe qui allait me donner accès au lagon où je serais en sécurité. Et ben tout d'un coup, le ciel se couvrait, plus moyen de faire le point. Et ben avec une seule solution, c'est de faire demi-tour, 180 degrés, et partir pour être le plus loin possible du récif, invisible dans la nuit. Et c'est comme ça que 2 fois de suite, on a eu ça. Une semaine plus tard, ça s'est reproduit. Et on a atteint, 31 jours plus tard, on a atteint le lagon suivant, quoi. Alors la mer, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Le mal de mer, je pense que c'est une des premières questions que vont se poser les personnes qui ont envie de faire du bateau. En tout cas, si on vous dit demain, allez, vous allez nous embarquer pour
pour un tour du monde, il faut quand même s'assurer qu'en mer, on va se sentir bien. Il y a deux choses. Oui, effectivement, il y a le mal de mer et la proximité. Être beaucoup en bateau, parfois, c'est pas évident parce qu'on est effectivement dans un espace qui va être tout petit. Il va falloir apprendre à partager en fait cet espace assez clos, même si on a un extérieur et une super vue. Quel conseil vous pourriez peut-être donner par rapport à ce mal de mer? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Le mal de mer, malheureusement, il y a des gens qui l'ont plus que d'autres, quoi. Il y a des gens, moi, ma compagne, depuis 50 ans maintenant, elle ne fait pas les grandes traversées avec moi parce qu'elle a vraiment le mal de mer. Donc elle me rejoint dans les endroits de rêve, dans les mouillages, quoi. Et c'est un conseil, c'est une possibilité. Mais disons qu'il existe quelques traitements qui marchent. Oui. Il y a une chose qu'on ne trouve pas en France, qui n'est pas en France, qu'on trouve en Belgique, qui s'appelle cétirizine ou quelque chose comme ça, ou cinarizine. Voilà. C'est un médicament. Il y a également des tampons qu'on met à l'oreille. Il y a également des patchs. La méthode, c'était la méthode de, je crois que c'était Coluche qui m'expliquait que pour un mal de mer, c'est qu'il faut toujours commencer, apparemment, quand on mange, il faut commencer par le dessert. Après on mange le plat et on finit par le hors-d'œuvre. Comme ça, quand on vomit, c'est dans l'ordre. C'est Coluche, hein? Est-ce que vous avez voyagé avec des gens qui étaient vraiment très très malades et qui ont dû abandonner? Très malade. Récemment, oui. Récemment, c'était en Australie, c'était l'année dernière. Un copain français qui vit là-bas, qui s'occupe de mon bateau quand je ne suis pas là. Et il me dit, j'ai un ami italien, il va nous faire des pâtes formidables. Il a la pasta, c'est le king. Lui, il re della pasta. Et il va venir et tout. Et on part, c'était pas long. Il y avait 2 nuits à faire, quoi. Et c'était du cabotage. C'était comme d'aller de Nice à Port-Vendre, à peu près, quoi. Et il est monté sur le bateau, il ne connaissait pas, il est plein de bonne volonté, il est monté, il a été paralysé. Il est arrivé sur le bateau, il a plus bougé, il a essayé de faire une pâte, la pâte le soir, et il est ressorti en courant, il s'est mis dans le cockpit, debout à l'arrière, il n'a plus bougé pendant toute la traversée, quoi. Donc des fois c'est vrai que le mal de mer, mais quand même, pour moi j'ai un petit peu le mal de mer des fois, après... Si le bateau n'a pas bougé pendant des mois, que c'est très stable et tout, et que ça se met à bouger le premier jour, oui, j'ai un peu le mal de mer, mais j'ai la chance que ça soit pas trop grave, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous nous donnez aussi ce qu'il faut, les repères, les personnes à contacter concernant la construction d'un bateau, parce que ça aussi, c'est important. À partir du moment où on va partir longtemps, on a besoin d'avoir quand même quelque chose de solide, mais peut-être de plus léger. Aujourd'hui, il y a des matériaux qui sont relativement bien... Oui, il y a toutes sortes de matériaux. Moi, je suis un petit peu de la vieille école de ce côté-là, bien que j'ai un matériau très d'avant-garde qui est un alliage d'aluminium épais, très, 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 très solide. Mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de bateaux en fibre de verre, en carbone, etc. Mais c'est vrai que, comme mon ami le regretté Bernard Moitessier disait, quand on navigue sous les tropiques, on finit toujours par monter un jour sur un caillou, quoi. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Et je suis très fier, très heureux d'avoir choisi un bateau en aluminium épais, comme ça, qui est très solide. Il y a un conseil, un des nombreux conseils que je donne, c'est par exemple, souvent, il y a des gens qui se disent, avec deux copains qui disent, on va prendre un bateau assez grand, on va partir ensemble, on va partir naviguer ensemble, chacun avec notre famille dans le bateau, donc il faut un bateau d'au moins 15 mètres et tout. Et moi, je dis, ça ne marchera peut-être pas parce que imaginez que vous mettiez un deuxième couple dans votre maison, dans votre appartement, et comme vous le disiez, assez étroit, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est un truc à s'engueuler très vite, quoi. Alors, un des conseils que je donne, c'est plutôt que de prendre un bateau de 15 mètres qui coûte 2 fois le prix d'un bateau de 12 mètres, parce que ce n'est pas proportionnel à la longueur, c'est au cube de la longueur. Plutôt que de prendre un bateau de 15 mètres et d'être collé avec les autres et de s'engueuler, comme c'est arrivé à pas mal de gens, prenez 2 bateaux, et puis vous naviguez de conserve, comme on dit. C'est pas comme les boîtes, mais de naviguer en même temps. Et puis quand vous avez envie d'être seul, vous partez séparément, quoi. Il y a plein de conseils comme ça, depuis le choix du bateau, depuis les peintures, l'antiprotection contre toutes les salissures du bateau, l'entretien. Le livre, il aborde un petit peu tous les domaines qu'il faut maîtriser, dont il faut maîtriser une partie, quoi. Au moins une petite partie.
il n'y a pas seulement la navigation, mais il y a la santé, on a dit un petit il y a mot. la vie à bord. Il y a la vie à bord, la conservation des aliments, parce qu'on n'a pas forcément... quand je suis parti, il n'y avait pas l'ombre d'un réfrigérateur sur le bateau, rien, pas du tout de réfrigération. Alors, au bout de 40 jours de navigation, il fallait avoir des aliments qui se gardent quand même encore, quoi. Pas tomber malade et avoir de ce qu'il fallait. Il y a la santé, j'ai dit, il y a l'entretien, parce que les bateaux, une chose est claire, ça tombe en panne, je vous ai dit tout à l'heure, il faut être en train de réparer quelque chose toutes les 5 minutes, quoi. C'est clair. Il y a la diplomatie, parce que quand on arrive dans un pays, il y a des formes à respecter, quoi. Dans certains, c'est cool, dans d'autres, c'est pénible, mais c'est un peu le prix qu'on paye pour bénéficier des beautés d'un pays et puis de la paix qui y règne, de l'ordre qui y règne grâce aux formalités. Alors des fois, on se dit, ouais, mais c'est pénible, ces formalités, mais c'est jamais très très long, quoi. Des fois, ça peut durer une journée, mais une fois que la journée est faite, eh bien, on est très bien accueillis et on peut découvrir le pays. Vous qui êtes un peu connu, je dirais presque, allez, on peut le dire, dans pas mal de pays, est-ce que là, quand vous avez voyagé, vous avez eu l'occasion de rencontrer plein de gens? Est-ce que vous vous êtes fait des amis dans ces criques en mouillage? Est-ce que vous avez été accueilli parfois comme un chanteur populaire ou un artiste sorti votre guitare? J'ai surtout une célébrité internationale, et c'est essentiellement française, italienne, parce que j'étais beaucoup en Italie. Et bon, mais je peux raconter une petite anecdote amusante. Vous avez prononcé le mot star. Ma compagne se moque de moi parce que ça fait 10 ans que je vais écrire un livre uniquement sur mes rencontres. Uniquement sur les rencontres que j'ai faites. Et un jour, j'étais en Martinique, par exemple. J'arrive à Fort-de-France et un copain qui avait un catamaran. Le copain, il était gay, il était homosexuel. C'était un couple d'amis, ce qui était rare à l'époque, sur un catamaran, qui était également rare à l'époque. Et puis, je le rencontre sur la place en Martinique et il me dit tu viens dîner chez nous demain? Tu viens dîner chez nous demain? Il y a Mick Jagger qui est là et il m'a dit qu'il voulait te voir. Je dis, ah bon, Mick Jagger? Je dis, oui. Alors, tout d'un coup, ça m'a rappelé un souvenir d'il y a très longtemps. C'était pas à Nice, mais c'était à Marseille, où en 1966, j'ai chanté en première partie des Stones, qui n'étaient pas encore les immenses stars qui sont devenus par la suite, mais qui étaient déjà des grandes. C'était après Satisfaction, donc c'était quand même des grandes stars. Et moi, je venais juste de démarrer avec les Élucubrations, qui faisaient un succès formidable. Et il se rappelait, Mick se rappelait ça. Il se rappelait ça, et quand mon copain lui avait dit, il y a Antoine qui est là, il dit, alors je m'étais dit, bon, Mick Jagger, il va peut-être faire une entrée de star dans un cocktail, ou peut-être pas du tout d'ailleurs, un cocktail. J'aime pas beaucoup les mondanités. Comme c'était ce copain sur son bateau, j'y suis allé quand même. On était 4. Il y avait Mick et moi, les deux garçons, on était là, on a dîné sur le catamaran, et après, j'avais un petit dinghy avec un petit moteur poussif, un petit moteur à 2 temps très très poussif, qui a donné naissance à une chanson, La Motogodille, par la suite. Et j'ai ramené Mick Jagger dans mon petit dinghy, comme ça. On est rentré jusqu'à quai et on a fini la soirée dans le bistrot du coin qui s'appelait l'Abricotier. Voilà. C'est joli comme histoire, non? C'était mignon. Et le lendemain matin, dans France Antilles, il racontait, il y avait une interview de Mick Jagger qui disait je suis resté un jour de plus pour voir mon copain Antoine. C'est une aventure sympathique. Une autre rencontre dans un autre genre, je vais vous parler de ma première croisière. Oui. Première croisière, et c'était avec ce champion et puis l'architecte et tout. Et j'avais reçu un coup de téléphone, je ne sais pas comment, à terre, de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, avec qui j'avais failli faire une émission quelques jours avant. On s'était rencontrés, puis l'émission ne s'était pas faite. C'était une émission des Carpentiers, vous voyez, Gilbert et Mathieu Carpentier. Un numéro 1 à Brigitte Bardot qui ne s'est pas fait finalement. Et du coup, on avait sympathisé. Elle me dit, tu passerais nous voir à la Madrague, parce que mon copain, il veut partir en bateau. Peut-être qu'elle en avait marre de son copain qui voulait que je lui donne des conseils pour mettre les voiles. Et j'ai dit, on vient. Et donc, avec mes copains, l'architecte et tout, on est arrivé avec la goélette dans la baie des Canoubiers, c'est ça. Et on a vu arriver Brigitte.
à l'étrave de son Riva, magnifique. Vous en voyez des bateaux comme ça. Et c'était les années 70. Elle était seins nus à l'étrave de son Riva. C'était un spectacle assez inoubliable. Voilà. Et vous en avez des choses à nous raconter, hein? Ah oui, j'en ai des choses. Après, je vous raconterai beaucoup de choses. Okay. Si on parlait un peu justement de cette façon qu'on a de partager cette vie à bord, parce que je sais que c'est pas évident. Je pensais par exemple à l'eau. Oui. Il faut être très vigilant par rapport aux douches, par rapport à un certain nombre de choses. Et je pense que c'est bien parce que l'eau aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est important de savoir se restreindre un peu. Beaucoup de gens sur les bateaux maintenant utilisent des désalinisateurs qui font de l'eau douce à partir de l'eau de mer, à condition que l'eau de mer soit propre. Certains endroits où elle est polluée, on ne peut pas faire d'eau douce, dans des rivières, des choses comme ça, des fleuves, des trucs où il y a de l'eau très trouble. Mais sinon, c'est vrai, il faut faire attention. L'eau, ça dure, une douche, ça dure 10 secondes ou 15 secondes, quoi. Voilà. Ça il faut faire attention. C'est vrai que moi-même, ma vie en bateau, elle a tellement évolué en 50 ans. Au début, j'avais pour cuisiner, j'avais une cuisinière à pétrole. Il fallait pomper comme ça. Il y avait un truc pour mettre sous pression le pétrole. Et pour faire démarrer, on mettait de l'alcool à brûler en plus. C'était un peu compliqué. Hein. Et moi, j'ai fait le tour du monde sur un bateau où, comme tout éclairage, il y avait une lampe à pétrole. Il y avait lampe à pétrole, il y avait la mèche qui fumait, etc. Il fallait nettoyer la mèche. J'ai lu des centaines de livres, puisqu'on en parle de lecture ici. J'ai lu des centaines de livres à la lumière d'une lampe à pétrole accrochée dans le bateau qui bougeait comme ça. Et c'était du papier, quoi. C'était pas la tablette où c'est lumineux, quoi. Oui, surtout quand on part en famille, il faut éduquer. En fait, il y a une éducation à bord. Ça change complètement. L'éducation, alors parlons des enfants. Voilà. Souvent, des gens m'ont dit, c'est un peu comme ça que j'apporte, des gens m'ont dit, oui, mais tu comprends, on voudrait partir, mais on ne peut pas faire un choix pour nos enfants, on ne peut pas faire un choix pour eux, ne pas les mettre à l'école normale, l'école comme les autres, quoi. C'est un choix qu'on n'a pas le droit de faire. Moi, je leur dis, peut-être que vous n'avez pas le droit non plus, le choix de les mettre à l'école. C'est peut-être pas un bon choix non plus. Et je connais beaucoup ça, c'est vous, ça. Oui, c'est vrai, c'est un choix aussi. Hein. C'est un choix aussi. Et je connais beaucoup de gens. J'ai un copain, par exemple, je l'ai connu depuis 1976. Il pêchait des oursins sous son bateau aux îles Grenadines. Et puis on faisait une soupe d'oursin, un blaf d'oursin, c'était bon. Et lui, il a eu des enfants. Et un fils en particulier qui a fait toute l'école à bord. Il a fait la totalité de l'école à bord avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, le CNC, non CNEC, oui. CNES, CNED, le CNED, voilà, merci. Le CNED. Et ensuite, quand il est rentré en France, c'est son père qui me disait, lui, il avait fait le CNED d'un bout à l'autre, et il a dit, quand il est arrivé et qu'il est rentré en France, le livre du CNED, il connaissait tout depuis le première page en haut à gauche jusqu'à la dernière page en bas à droite, quoi. Il avait tout étudié, il avait vraiment étudié. Alors il me disait, vous êtes dans les écoles, on étudie ceci, cela, et puis on laisse tomber, on néglige des sujets. Lui, il avait, avec ses parents, il avait tout étudié, quoi. Et il y a pas mal d'enfants qui sont nés comme ça sur des bateaux et qui s'adaptent très bien. Peut-être certains continuent à naviguer, d'autres pas. Moi, j'ai la chance d'avoir trois enfants extraordinaires, vraiment, vraiment extraordinaires, qui sont nés non pas sur le bateau, mais à Tahiti, qui ont surtout vécu à Tahiti parce qu'il y avait des conditions excellentes. Moi, je naviguais en solitaire, je faisais les océans où je tournais des films, etc. Ils ont surtout vécu à Tahiti avec leur mère et leur grand-mère, qui est une star de Tahiti, qui est une femme qui a écrit beaucoup de livres, qui a fait des émissions de radio sur le patrimoine polynésien extraordinaire, qui s'appelle Michel de Chazot. Et c'est elles essentiellement, qui ont vraiment aider mes enfants à grandir. Et puis, quand ils ont grandi, ils sont tous venus me rejoindre ensuite, l'un après l'autre, là où j'étais. Et l'un d'eux, maintenant, construit des jeux vidéo dans une boîte énorme. Il dirige 115 personnes
construire des jeux vidéo extrêmement célèbres à Brisbane actuellement, après le Québec. J'ai une fille qui est chef cuisinier. D'ailleurs, vous allez la rencontrer la semaine prochaine parce que vous devez interviewer son compagnon. Voilà, c'est une rencontre heureuse. Elle et lui sont chefs à Jean-Rémy Caillon à Courchevel. Jean-Rémy Caillon, son chef à Courchevel, après avoir voyagé fait la cuisine des tas d'endroits. Et le troisième, il est cybercinéticien à Tahiti. Il dirige la sécurité cybernétique de la compagnie aérienne. Voilà. Donc c'est QFD. Voilà, ça veut dire qu'on peut être voyageur et puis avoir des... En même temps, ils ont gardé une certaine liberté. De voyage aussi, parce qu'ils bougent beaucoup. Et ils voyagent beaucoup. Et ils voyagent beaucoup, quoi. Mais si les jeunes, vous êtes au courant, vous avez des enfants ou des petits-enfants souvent qui voyagent beaucoup plus qu'autrefois maintenant, qui ne prennent pas... Leur idée, c'est pas de prendre un boulot tout de suite pour la vie entière, quoi. Mais c'est d'essayer ceci, d'essayer cela et de changer d'endroit, quoi. Les petits-enfants de ma compagne actuelle, là, de Francette, ils sont tout le temps en vadrouille en Malaisie, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Costa Rica ou ailleurs. Est-ce que vous vous sentez riche de tous ces voyages? Est-ce qu'il y a quelque chose... Je ne peux pas ne pas me sentir privilégié, de sentir d'avoir eu des bénédictions, comme on dit, d'avoir eu la chance de voir toutes ces choses, tous ces endroits, tous ces lieux, de m'en être tiré pas trop mal quand j'avais des inquiétudes, le mauvais temps ou autre, de m'en être sorti. C'est bon, c'est pas peut-être un peu prétentieux, mais c'est des fois ma vie me fait envie, quoi. Votre vie vous fait envie. C'est un joli... Ouais, ça peut s'applaudir, je suis d'accord. D'accord. Et si on parle un peu cuisine, après tout, vous avez une fille qui cuisine. Oui, alors bon, dans le livre, il y a de la cuisine. Je parle des aliments, mais plutôt la conservation, plutôt vous savez, par exemple, des choses idiotes. Par exemple, à terre, vous achetez des œufs, vous cassez des œufs pour faire une omelette, vous cassez un œuf, vous cassez l'autre, ainsi de suite, tout va bien. Mais en bateau, quand les œufs n'ont pas été conservés au frigidaire, eh ben, peut-être que le 8e œuf va être pourri. Et si vous le versez dans les 7 autres, vous avez perdu 8 œufs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc c'est un conseil idiot et tout simple, c'est que vous cassez l'œuf dans une tasse, vous le versez dans une autre, et ainsi de suite, toujours une tasse à la fois. Combien j'ai revu des deux comme ça. Bon, c'est des choses toutes simples, c'est les bananes séchées, c'est les maladies qu'il faut éviter avec l'alimentation, pas trop conserver les aliments, etc. et tout. Et puis quelques recettes basiques. Quand même, c'est des choses très, très simples qu'on a sur le bateau. Ma compagne se moque de moi, elle fait très très bien la cuisine, très, très, très raffinée. Et quand je lui parle de faire des spaghettis bolognaises avec des boîtes de corned beef. Ce que vous conseillez quand même dans votre livre. Hein. Elle dit c'est pas terrible. Oui, mais à l'époque, il n'y avait que ça. C'était le seul moyen d'avoir de la viande. Hein. Seul moyen d'avoir de la viande en bateau. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment cuisiner sur un bateau. Oui, on peut. Hein, aujourd'hui, on a quand même les moyens. Maintenant, c'est différent. Oui, c'est différent. J'ai eu ma fille, donc, qui est chef cuisinier, avec son compagnon qui était également chef. Ils avaient commencé dans un palace à Paris. Et ils sont venus faire une traversée avec moi depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Polynésie, il y a 5-6 ans. Et il a pêché un thon le premier jour, un thon le deuxième jour. Il les a tous préparés comme il faisait dans les cuisines des grands restaurants où ils exerçaient. Il a tout mis ça au congélateur et on a mangé du poisson. Il n'a plus jamais pêché. On a mangé du poisson, mais attention, du mi-cuit de thon, des choses très raffinées, incroyables, jusqu'au jour de l'arrivée, quoi, avec ces deux poissons-là. À l'époque, c'était pas possible. Et si on abordait un peu les océans, tous ces océans que vous avez traversés, aujourd'hui l'océan, hein, on lui rend hommage. Hein, je connais personnellement l'océan, les 3 océans, oui. C'est-à-dire Atlantique, Pacifique, Indien. Je connais pas les océans froids, quoi. Les océans Arctique, Antarctique, c'est pas. J'aime pas beaucoup ces lieux-là, quoi. Et c'est vrai que c'est une autre navigation. On nous demande souvent est-ce qu'on voit la planète s'abîmer, et ainsi de suite. Bien sûr qu'on le voit, mais que les océans, c'est un petit peu moins grave qu'ailleurs, quoi. Quand on arrive sur le rivage qu'on voit des problèmes, que ce soit aussi bien du bord de mer que
des montagnes, des glaciers. On voit des glaciers qui fondent, qui ont perdu beaucoup de terrain. On voit en 50 ans, vous avez vu quelque chose? Ah oui, clairement. Oui, clairement. Clairement. Moi, on me demande souvent si je vois la planète changer. J'ai vu des différences. Une des choses les plus terribles, c'est le corail. Le corail, il y a 40 ans, on nageait dans des forêts de corail, quoi. Ça s'appelait des cornes de cerf ou cornes d'élan. Ça faisait 3 mètres de hauteur. On nageait au milieu de tout ça. On faisait attention de ne pas le casser et tout. Et tous ces coraux ont disparu. 98%. Maintenant, ils sont comme ça, quoi. Est-ce que vous avez l'impression une des choses les plus évidentes, c'est le corail, quoi. Les glaciers aussi, bien sûr. Bah oui. Est-ce que vous avez l'impression de voir moins de poissons, moins de dauphins, moins de baleines? Je sais pas. J'ai pas de données réelles comme ça. Certainement moins de poissons. Vous avez nagé moins avec de les dauphins? tortues. Avec les dauphins, oui, j'ai nagé avec les dauphins, bien sûr. Puis avec des requins aussi. Vous plongez? Et avec des tortues. Je ne suis pas un grand plongeur. Je ne suis pas cousteau. Je n'ai jamais été très à l'aise. S'il y a un problème sous la coque, il faut y aller. Ah oui, pour aller sous l'eau, mais en plus, il faut savoir plonger. Par exemple, à un moment, je pouvais tenir, pas comme dans le Comte de Monte Cristo, où il a appris à faire de l'apnée 4 minutes et tout. Non, je pouvais plonger à 20 mètres de fond. Ah, quand même. Et il restait 1 minute et remonter ensuite. Apnée, voilà. Oui, en apnée, oui. J'ai jamais été un grand plongeur. Mais quand même. Par contre, vous nagez beaucoup. Oui, je nage beaucoup. Et même maintenant. Alors maintenant, je viens de passer un cap. Pour un marin, c'est bien. Je viens de passer le cap des 80 ans, des 80 ans. Ça s'applaudit. Des 80 ans. Je suis plus souvent actuellement en Auvergne, où il y a un deuxième paradis, parce que le paradis que vous voyez dans ces images-là, c'est la Polynésie, c'est les Tuamotu. Et j'ai un autre paradis, c'est un coin d'Auvergne, où le temps est passé sans rien changer. Depuis 50 ans, depuis que je le connais, quoi. C'est un endroit que j'ai acheté, une propriété que j'ai achetée avec mes premiers droits d'auteur. Merci à tous ceux qui avaient acheté les élucubrations ou autres à l'époque. Ils m'ont permis d'acheter ce coin de paradis. Et vous parlez de nager tout l'été. J'ai mis dans une grange, une vieille grange désaffectée. J'ai mis une piscine démontable, vous voyez, une piscine souple là, avec un liner, et qui fait quand même 7,50 m de long. Et j'ai nagé tous les jours, 1 heure. Tous les jours avec de la musique. Et tout autour dans la grange, j'ai installé des photos des plus beaux endroits de la planète, un peu comme ici, mais beaucoup plus grands, des photos qui couvrent tout. Ça fait que je fais un tour du monde toutes les heures, voilà. toutes les minutes. Et côté musique, alors oui, vous écoutez beaucoup de musique, ça je sais. Est-ce que de temps en temps, d'abord, est-ce que vous avez beaucoup composé à bord déjà? J'ai composé à bord pas mal de chansons. Je regardais récemment, je suis parti. Les gens disent que vous avez peut-être vu dans une émission récemment, C'est à vous. L'émission C'est à vous, j'étais invité, et puis Anne-Elisabeth Lemoine, c'est ça? Sur la 5, elle disait, Antoine, il est parti, il a pris sa retraite à 25 ans. D'abord, c'était pas 25, c'est à 30, je suis parti à 30 ans, mais c'était pas vraiment une retraite, puisque j'ai publié au moins 30 livres, essentiellement chez Gallimard. Celui-ci doit être le 34e. J'ai publié plus de 30 films chez Warner, vous savez, les cassettes vidéo et puis les DVD. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai enregistré au moins 5 albums au Brésil, au Mexique, retour en France, etc. Et des chansons inspirées des voyages, quoi. La seule qui a été un petit succès s'appelait La Motogodille. T'as cassé la Motogodille, maintenant t'as plus qu'à pagayer. Mais les chansons ont toujours une place dans ma vie. Et puis, surtout, c'est l'année de la mer. Vous savez que il y a quelques mois, notre président a proclamé que ça serait l'année de la mer en France, là, du 25 septembre de cette année au 25 septembre 2025. Mais évidemment, il a eu quelques autres préoccupations depuis quelques mois. Vous voyez, il n'a plus beaucoup le temps de s'occuper de la mer. Il serait temps maintenant qu'il se repenche un peu sur la mer. D'ailleurs, j'espère bien voir le nouveau ministre qui est le maire de Lorient. Je serai à Lorient dans quelques jours. Le 10, c'est le Festival des aventuriers de la mer. Et je pense que
tout ce qui va se passer à Nice autour de la mer est très important, vraiment très bénéfique. Et on peut espérer qu'il se passera beaucoup de choses comme ça dans d'autres villes de France, quoi. Et je vais essayer de m'y employer dans ma modeste mesure. Donc vous avez des projets quand même. Des projets, oui. Il y en a pas mal, oui, beaucoup de projets. La semaine prochaine, je serai au Grand Pavois, donc de La Rochelle, ensuite le festival Lorient, puis une tournée de conférences avec un autre film sur la Nouvelle-Zélande, dans tout l'ouest de la France. Ça commence à Brest, ça finit à Biarritz. Les projets ne manquent pas. Voilà. Alors, je vous rappelle que dans le cadre de cette rencontre avec vous, et je dis bien avec vous, vous avez la possibilité d'intervenir, de poser des questions. Profitez-en, Antoine est là, il nous reste 10 minutes. Et si vous avez envie de lui poser des petites questions, il faut franchement, je vois déjà qu'il y a une main qui se lève. Merci de commencer à prendre la parole. Il faut toujours qu'il y en ait un ou une, c'est le cas. Merci. Antoine, je crois que vous avez fait Centrale au départ en études. Hein. Et je voudrais savoir en quoi ces études vous ont aidé à faire la suite de votre carrière. C'est ce que j'ai toujours dit. Et Bernard Moitessier, le grand navigateur Bernard Moitessier, me disait « Qu'est-ce que tu as appris à Centrale ?» Et je lui ai dit « J'ai appris à apprendre. » C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris ne servait à rien. J'ai appris la thermodynamique des fluides, des choses invraisemblables, comment calculer des poutres pour construire la Tour Eiffel, ou des choses comme ça. Ce que j'ai appris ne m'a servi à rien, mais j'ai appris à apprendre. Et c'est pour ça que quand j'ai abordé la navigation, j'ai peut-être eu plus de facilité que d'autres parce que j'ai pu me brancher sur telle ou telle discipline et puis en connaître l'essentiel sans me perdre dedans. Voilà. Les bonnes études, c'est celles qui vous apprennent à apprendre, quoi. Ce qu'on a appris, en général, on ne va pas s'en servir, mais sauf que ça vous donne des facilités, quoi. En tout cas, vous avez vu, c'est plein. Hein, les gens vous aiment, ils sont là. Il y a du monde. Ils vous témoignent beaucoup de respect, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Antoine, je vais publier un livre sur le roman de la Méditerranée. Et alors, sur ce qui se passe sur la Méditerranée, pas en dessous. Et quelle est votre expérience sur la Méditerranée? La Méditerranée. Parce qu'on parle des océans, mais la Méditerranée. Le mieux et le pire par endroit. Le pire, je dirais que c'était une navigation du côté d'Athènes, dans le golfe d'Athènes, à l'époque où, je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis, mais il y avait un océan de plastique, quoi. C'était assez négligé, mais également des tas de bons souvenirs de Méditerranée. J'ai eu la chance de la parcourir d'un bout à l'autre, quoi, de Gibraltar à Suez. Voilà. J'y suis retourné, j'ai parcouru un bateau, j'ai survolé un petit avion pour le tournage d'un film sur les îles de Méditerranée. Pour avoir plus d'informations sur toutes ces choses-là, on a un site internet, tu le connais, Claude, tu le connais, le site antoine.tv. Antoine.tv, et où il y a des extraits de tous nos films, des photos, et je raconte un peu tout ce que j'ai fait, etc., quoi. Entre autres, il y a des extraits du film sur la Méditerranée. Dans la Méditerranée, c'est un très, 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 très bel endroit. J'ai commencé mes premières croisières là, et puis je connais des gens heureux qui ne naviguent que sur la Méditerranée. C'est un monde tout entier. La Méditerranée, je me permets juste de vous donner le bonjour d'un de mes amis très cher, qui est aussi le vôtre, Sylvian the Fishman. Comment dites-vous? Sylvian the Fishman. Eh bien, vous le saluerez de ma part, et j'espère que tout va bien pour lui. Voilà. Et la Méditerranée, c'est un très bel endroit. Moi, j'ai fait des rencontres sympathiques. J'ai été. Un mot sur Nice. Nice. Vous connaissez Nice? Oui, mais alors Nice. Chuck Berry, ça vous parle? Une de mes premières visites à Nice, quand même, c'était en première tournée de chansons. Et c'était. Est-ce qu'il y en avait qui étaient là? C'était Chuck Berry. Voilà. Ça réagit. La tournée de Chuck Berry et d'autres chanteurs. Et c'était mes tout débuts. Et Casino? Oui, ça devait être ça, voilà, au Casino. Et Chuck Berry, qui ne sortait pas de sa loge, qui était un garçon très, très, très particulier. Et il avait accepté pour une fois de sortir. Et on a une photo qui était parue dans Salut les copains de Chuck Berry, Ronnie Bird et moi en train de faire les fous sur la plage de Nice. Ensuite, le carnaval. Voilà, j'ai été l'icône, j'ai été le parrain du carnaval de Nice en 1969. Je chantais « J'ai le carnaval, j'ai le cœur en fête, carnaval, carnaval ». Mais c'est quoi l'air?
Ça faisait j'ai le cœur en fête, carnaval, carnaval. Oh, j'ai pris trop. Voilà, bon, c'est ça. Il y a des photos de moi au milieu des têtes du carnaval, etc., avec des confettis et tout ça. C'était. Vous êtes bien accueilli à Nice. Voilà, voilà. Sinon, j'ai plein de souvenirs d'ici. J'avais un parent qui habitait, quand j'étais un des petits, qui habitait à Cannes, lui, qui était avocat à Cannes. On venait assez souvent dans la région et Nice a toujours représenté un endroit important pour moi. Une autre question? Oui. Oui, bonjour Antoine, merci oui. d'être là. Et question très simple, est-on un meilleur navigateur quand on sait aussi chanter ou alors est-on meilleur chanteur quand on sait aussi naviguer? C'est joli ça. Vous demanderez à Renaud. Ah, je demanderai. On ne se prononce pas alors. D'accord. Vous demanderez à Renaud. Renaud, il m'avait demandé des conseils pour ça. Malheureusement, j'ai pas su le conseiller suffisamment parce qu'il voulait partir. Un jour, il vient me voir, il me dit j'ai lu tes livres, j'ai craqué, j'ai commandé un bateau et je pars avec ma femme. Et puis je pars avec ma femme et avec ma fille. On va partir Lolita. Lolita d'ailleurs qui doit son prénom à une de mes chansons qui s'appelait Lolita, une chanson qui datait de 1967. Et malheureusement, c'était trop tard. Il avait déjà commandé un bateau qui était un peu trop grand. Il lui fallait un équipage et il pouvait pas. Et il est parti sur le golfe de Gascogne et avec un équipage qui ne savait pas que le golfe de Gascogne c'était un des endroits les plus dangereux de la planète. Et ils sont tombés dans un coup de vent qu'ils n'auraient pas dû affronter. Ils auraient dû rester chez eux ou rentrer vite à l'abri de l'île de Ré ou ailleurs, quoi. Et au bout de quelques heures, il y avait sa femme donc qui hurlait, je ne remettrai plus jamais les pieds sur ton bateau de merde, sur ton bateau de merde. C'était pas possible. Et ça s'est arrêté à la sombre. Ça vaccine, hein, quand même. Ça a été. Il n'a pas réussi son départ en bateau, mais par contre, une nuit sur son bateau, en tapotant sur le roof du bateau. Pour marquer le rythme, il a composé c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tadadam. Il y a toujours un lien, hein, finalement. Voilà. Une autre question? Oui, Antoine, s'il vous plaît, dites-moi où vous étiez il y a 50 ans, 1 mois et 20 jours. 50 ans, 1 mois et 20 jours. Alors ça C'est fait quoi? joli. Ça fait 50 en 74. Ouais. 74. Allez, Un mois, ça fait donc décembre. Le 7 août. Le 7 août. Oui, 7 août. Un mois, ça fait 1 mois et 20 jours. Ça fait qu'un mois et 20 jours seulement. Le 27 septembre. Le 7 août. 7 août. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. C'était. Vous étiez à Port-Saint-Louis-du-Rhône. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, oui. Voilà, à l'Écluse. Oui. Avec le bateau Home. Oui, avec un premier bateau, c'est vrai. Qui avait été fabriqué voilà, à Tarare. c'est le moment, c'est le jour où le bateau a goûté à l'eau salée pour la première fois. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, j'étais avec le mien à côté et on avait mangé ensemble. Eh bien, super. Le bateau avait été construit à Tarare, dans les montagnes du Beaujolais. Il n'était même pas baptisé, mais il est né au milieu du Beaujolais. Et j'avais descendu le Rhône. Et effectivement, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, il y avait le père Bail qui matait les bateaux. Il avait monté qui avait hissé les mâts c'était une goélette qui avait des grands mâts et tout. Et je me rappelle que le père Bail, il avait un atelier et pour que des voyous ne viennent pas voler chez lui, il avait mis un panneau, il avait marqué « Le fusil n'est pas rayé, le canon n'est pas rayé et le fusil tire au droit ». Je vous remercie beaucoup, Antoine, pour votre participation. Si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas, on est encore là. Le guide pratique, Mettre les voiles, vous nous avez bien embarqués. Oui, avec plaisir. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aurais voulu. On avait prévu normalement que je vous le dédicace ici. Faire une Alors dédicace, on dédicace ou pas? Mais apparemment, non, pour l'instant, on n'a pas les livres. Les livres ne sont pas arrivés. Alors, si vous voulez le livre. Si vous voulez le livre, vous pouvez le commander chez nous. D'abord dans votre librairie, allez chez votre libraire avant toute chose, vous le demandez, et ainsi s'il ne l'a pas, qu'il le commande. Et si vous ne trouvez pas, je vais vous indiquer l'adresse antoine.tv. Et si vous le commandez en souvenir de cette journée, où malheureusement je ne peux pas vous le dédicacer ici, je vous l'enverrai dédicacé. Voilà. Si vous avez, merci. Vous pouvez le commander là-bas.